Bonjour, je me nomme Stéphanie Gingras et je suis la directrice du programme des grandes conférences nationales des soins palliatifs de l'Université McGill. Bienvenue. Nous avons le plaisir de vous présenter aujourd'hui la deuxième conférence de la série qui est parrainée par 8 fondations hospitalières locales ainsi que Pallium Canada et l'Institut de soins palliatifs de Montréal, une filiale de la résidence de soins palliatifs Teresa Delard, qui parraine l'événement aujourd'hui et que nous remercions. Cette initiative a pour objectif de diffuser les avancées des soins palliatifs à travers le Canada et au-delà, dans des régions souvent privées de tels événements. J'aimerais maintenant céder la parole à Dale Vail, qui est la directrice générale de la résidence de soins palliatifs Teresa Delard. Dale? Merci et bienvenue à tous ici avec nous physiquement puis aussi en virtuel. La conférence aujourd'hui rend hommage à Teresa Delard, pionnière des soins palliatifs communautaires, qui a cofondé la résidence de soins palliatifs de West de l'Île. Aujourd'hui, le plus grand établissement privé autonome de soins palliatifs au Canada. Au cours de ses 20 années de travail, Teresa a milité pour l'amélioration de l'accès aux soins de fin de vie, en commençant par l'ouest de l'île de Montréal, où il n'y avait aucune lit de soins palliatifs. Grâce à son engagement, le nombre de lits est passé de 9 en 2002 à 23 en 2012. Elle a également œuvré pour intégrer le soin médicaux, infirmières, psychosociales et spirituels, tout en mettant un accent particulier de la dignité et le bien-être des patientes en fin de vie et de prendre soin de leur famille. Innovatrice dans la collecte de fonds pour les soins palliatifs, Teresa a également joué un rôle majeur dans la sensibilisation du public et des professionnels de la santé aux enjeux de soins de fin de vie. En 2019, elle a fondé l'Institut de soins palliatifs de Montréal, dédié à l'éducation, l'échange des connaissances, les communautés compassionnées et à la recherche pour améliorer l'accès et capacité à soins palliatifs de qualité. Teresa est décédée en 2019, mais son héritage perdure, notamment à travers la résidence qui maintenant porte son nom, et à sa vision qui demeure notre raison d'être et qui nous inspire à tous les jours. Merci, Dale. Nous allons maintenant visionner une courte vidéo afin de reconnaître le territoire sur lequel cette conférence est présentée. Quelques petits rappels. La fonction du clavardage est désactivée durant la conférence. Veuillez, lors de la période de questions et réponses, utiliser cette fonction à cet effet. Les sous-titres vont être traduits du français à l'anglais. Dans le clavardage, il y aura des instructions à savoir comment faire la procédure. Cette session est également enregistrée et l'enregistrement sera envoyé par courriel à tous les participants inscrits. Voici les membres de notre comité de planification scientifique et leur déclaration de conflit d'intérêts. Le Dr Justin Sanders entretient des relations avec la Maison Saint-Raphaël et la Société américaine d'oncologie clinique et a reçu dans les dernières années des honoraires ou des subventions de l'Université des sciences de la santé de l'Oklahoma
de l'Université des sciences de la santé de l'Oregon et de l'Association Cancer du pancréas Canada. Le docteur Argyri Tsimicalis mentionne avoir une relation avec l'hôpital Shriners pour enfants et avoir reçu des subventions de cet organisme. Le docteur Zelda Freitas évoque avoir reçu des subventions du Centre canadien d'excellence en soins aux aidants et entretenir des relations avec le Conseil de McGill sur les soins palliatifs, ainsi qu'avec Nova Montréal. Le docteur Naomi Goloff déclare avoir des relations avec la Société canadienne de médecine palliative et des subventions de la Fondation Kindred et de l'Association québécoise de soins palliatifs. Le docteur Olivia Nguyen rapporte une relation avec la Société québécoise des médecins de soins palliatifs et une subvention de la chaire de la famille Blanchard pour l'enseignement et la recherche en soins palliatifs. Et finalement, les docteurs Aurel Schuker, Janelle Walsh et moi-même ne déclarons aucun conflit d'intérêts. Cette série bénéficie du parrainage de la Fondation du cancer des Cèdres, L'Espoir, c'est la vie, la Fondation de l'Hôpital général juif, la Fondation de l'Hôpital général de Montréal, l'Hôpital neurologique de Montréal, la Fondation du CUSM, Pallium Canada, la Fondation du Centre hospitalier de St. Mary's, l'Institut de soins palliatifs de Montréal, une filiale de la résidence de soins palliatifs Teresa Delors, et de la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants. La prochaine diapo, nous présentons ici en fait une stratégie visant à atténuer les biais potentiels. Les objectifs d'apprentissage de cette série sont les suivantes. Examiner les approches innovantes pour la mise en œuvre des soins palliatifs dans différents contextes, évaluer les stratégies permettant de relever des défis les plus importants dans le domaine des soins palliatifs aujourd'hui et apprécier les dernières recherches dans le domaine des soins palliatifs. La présentation d'aujourd'hui couvrira les compétences CADMED suivantes: expert médical, communicateur, collaborateur et professionnel. Après avoir survécu à un écrasement d'avion dans lequel 17 personnes sont décédées au Québec en 1979, Joanne de Montigny s'est tournée vers l'avenir. Elle a entrepris des études en psychologie et fut la première psychologue clinicienne à œuvrer dans une unité hospitalière de soins palliatifs au Canada. En collaboration avec le docteur Balfour Mount de l'hôpital Royal Victoria à Montréal, elle a mis sur pied les services psychologiques d'accompagnement des malades et de soutien aux familles en deuil. Joanne a également formé et supervisé plus d'une vingtaine de psychologues qui exercent au Québec et en France, et ce, entre 1988 et 2015. Elle a formé plus de 1500 bénévoles dans plusieurs villes du Québec. Joanne de Montigny a aussi contribué à organiser de nombreux congrès internationaux. Dans les années 90, elle a participé au premier groupe de travail de l'initiative fédérale de lutte contre le VIH-Sida, dirigé par le docteur Bernard Lapointe. Consultante pour le repos Saint-François d'Assise, elle a institué des soirées-rencontres mensuelles sur le deuil ainsi qu'un colloque annuel conçu pour les personnes qui ont perdu un être cher. Elle a publié 4 livres et de nombreux textes sur la fin de vie et le deuil destinés au grand public et aux professionnels de la santé. De plus, Joanne de Montigny compte parmi ses distinctions le prix professionnel de l'Ordre des psychologues du Québec en 2018, le prix de reconnaissance de l'Association québécoise de soins palliatifs en 2019, et elle est lauréate de la médaille du couronnement du roi Charles III récemment en 2025. Elle est aujourd'hui une psychologue membre à la retraite, toujours très active dans le domaine du soutien aux personnes endeuillées. Nous avons eu le plaisir de travailler ensemble pendant plusieurs années au sein de l'équipe multidisciplinaire des soins palliatifs du CUSUM. Accueillons maintenant Joanne de Montigny.
Alors, merci à le formidable docteur Gingras. Merci au très distingué docteur Sanders. Merci à Dale Vail de nous accueillir ici dans la maison qu'elle dirige, à la douce mémoire de Teresa Darrow. J'aimerais aussi vous saluer, ici les personnes présentes, ainsi que saluer tous et toutes qui sont branchés avec nous. Alors, quel plaisir d'être avec vous. Je dois déclarer que je suis consultante pour le repos Saint-François d'Assise, comme on l'a expliqué, le volet Infodeuil. Voilà. Ça, c'est depuis 2015 et c'est toujours mon implication avec eux. Voici les objectifs d'apprentissage. Je vous les nomme parce que je les ai travaillés afin de vous les présenter le mieux possible. On va analyser les dernières paroles et les métaphores d'une personne en fin de vie pour en extraire l'essence et relater aux proches une compréhension qui puisse faciliter leur processus de séparation. On va tenter de déterminer l'impact de la mort en tant qu'événement marquant, intime, singulier, porteur de sens pour les proches, en identifiant les significations que toutes ces familles cherchent à relier à travers le processus de deuil. On va reconnaître deux expressions très importantes et typiques à la perte par décès, c'est-à-dire que les familles constatent toujours que c'est un non-retour et que l'absence est pour toujours. On va aussi démontrer l'importance du rôle de l'équipe et de cette belle collaboration que j'ai eu la chance de trouver des collègues, et on le verra plus tard, comment c'est précieux de ne pas être seul pour offrir des soins en fin de vie. Alors, on l'a dit, j'ai presque 30 ans d'expérience en soins palliatifs et je les porte à jamais. Ça m'a toujours inspiré, ça continue de le faire. Ce qui m'a amené aux soins palliatifs, parce que je trouve que c'est toujours important de voir d'où on vient. On a fait mention tantôt de cet événement, le crash d'avion auquel j'ai survécu à l'âge de 29 ans, lorsque cet avion quittait Québec et était vraiment en position d'écrasement, lorsque j'ai réalisé que nous allions probablement tous mourir. Et la première chose qui m'a frappée durant cette minute 48 qui m'a paru 2 heures, c'est vraiment, je la nommerai comme ça, la première soignante, l'agent de bord, qui a pris soin de nous avant elle-même de perdre la vie en arrivant au sol. Ces derniers mots ont été si précieux que j'ai la ferme conviction qu'elle nous a maintenus psychiquement en vie avant que nous mourions physiquement. On est pris avec la détresse, mais grâce à l'espoir aussi qui nous habite, on sait très bien qu'on va peut-être, par miracle, s'en sortir. 17 personnes sont décédées, nous étions 24, et les 3 membres d'équipage ont péri, malheureusement. C'est très, très touchant de voir des personnes qui font tout pour sauver votre vie alors qu'ils sont prêts à perdre la leur. Et c'est sûr qu'avec un événement comme ça, les premiers temps, c'est vraiment la perte de sens. C'est une réhabilitation pour moi qui a demandé 3 ans, à peu près. J'ai travaillé très fort pour réapprendre à marcher. Et là, j'ai connu le monde des soignants. Ça a été extraordinaire pour moi de découvrir un monde que je ne connaissais pas dans mon travail antérieur en politique. Vous voyez que j'ai de la chance, je suis sortie de la politique. Donc, me réorienter et j'ai repris des études en psychologie. Alors,
En prenant mes études et avec l'aide de certaines personnes qui m'ont bien orientée, j'ai choisi d'aller aux soins palliatifs. Je vous dis tout de suite pourquoi. Lorsque nous étions en train de nous écraser, je tenais l'homme à côté de moi par la main et il est mort au bout de ma main, à mes côtés. C'est la première fois que je voyais quelqu'un mourir. Donc, cet homme, je l'ai laissé là par peur d'être confronté à sa mort. Je suis retournée dans un autre banc. Tout le temps, la suite, j'ai regretté d'avoir abandonné cet homme. Et ça vous explique le choix que j'ai eu plus tard d'aller redonner la main à ceux qui savent qu'ils vont mourir. Je suis partie de la souffrance à un rétablissement et je dirais à un retour de joie de vie grâce à toute l'aide que j'ai reçue. L'écriture, ça a été extraordinaire et ça l'est encore pour beaucoup de gens pour nous sortir un peu de notre marasme intérieur. Quand on écrit, on n'est jamais seul. Ensuite, quand on écrit, on se dit qu'on est en partage avec ceux et celles qui nous lisent. Alors, nous sommes en relation dans l'écriture. Maîtrise en main, j'ai pris la route vers l'hôpital Royal Victoria. Je me disais, je vais aller rencontrer des personnes, sait-on jamais, on pourrait penser à des soins palliatifs, à des services de psychologie aux soins palliatifs pour l'accompagnement. Alors, j'ai eu le bonheur, voici le comité d'accueil, de rencontrer ces trois belles personnes. Du jour au lendemain, je me vois encore devant Dr. Mann, qui m'ouvre la porte et ses bras, devant le regretté psychiatre Jacques Voyer, qui se demande ce qu'une jeune femme comme moi vient faire en soins palliatifs, et de la formidable Yvonne Corbeil, qui était l'assistante à l'époque à Dr. Mann. Je propose avec eux, en y réfléchissant, un projet pilote pour aller voir quel groupe aurait besoin davantage de soins palliatifs. Alors, j'ai centré mes services sur trois groupes cibles, les patients, les familles et bien sûr, je pensais toujours au personnel soignant. Je me disais comment font ces personnes à chaque jour pour voir la mort et admettre de nouveaux patients. J'étais très intriguée par le travail des soignants interdisciplinaires. Dans ma proposition, on s'est dit, il y a une première étape avec les groupes cibles et dans une deuxième étape, on ira voir si on peut, avec Jacques Voyer, continuer la formation des bénévoles pour les suivis de deuil, pour ne pas abandonner nos familles dans la détresse après avoir accompagné les leurs. Ensuite, j'ai eu le bonheur, quelques années après, de penser à superviser la relève, d'avoir des psychologues qui allaient s'intéresser aux soins palliatifs qui m'ont tant passionné. J'ai aussi voulu instaurer avec un groupe qui était déjà en marche, que Jacques Voyer avait déjà instauré aussi, mais de l'agrandir et de voir pourquoi c'était si utile un groupe de parole pour soignants. On va le découvrir. Je n'en sors pas de ça. Au bout de 30 ans, je suis persuadée que les valeurs que nous avons développées en soins palliatifs demeurent essentielles à notre travail, à nos compétences et à la façon, au savoir-être et au savoir-faire. Donc, à la lumière du projet pilote, les éléments clés que voici sont ressortis. Bien sûr, on le sait, cette présence, je ne me lasse de le dire, à quel point c'est important. Notre écoute, on accorde comme ça aux gens qui souffrent et qui ont envie de dire quelques mots pour qu'on puisse porter la souffrance avec eux. Notre empathie qui se développe au fil de nos rencontres et on s'aperçoit aussi
de la résilience des personnes en plus de leur détresse. Notre ancrage comme psychologue, on doit se présenter devant le patient les deux pieds sur terre, mais la tête vers le ciel avec tout le potentiel qu'on peut découvrir chez celui qu'on va rencontrer. Je parle de créativité ou de création parce qu'une parole, c'est quelque chose qui se fabrique de belle façon. Ça se fabrique dans un contact, euh, comment je dirais, authentique, vrai, en présence pure avec la personne. Si bien qu'on n'a pas à réfléchir sur quelle sorte de phrase je pourrais bien lui servir. La phrase va monter de l'intérieur parce que nous sommes tellement avec l'autre qu'il y a une parole au fond de nous qui va se créer et s'offrir à l'autre. Maintenant, on accueille les silences. Ils sont si précieux, ces pauses entre les montées de parole. Il y a un sentiment d'impuissance en soi comme soignant, mais chez l'autre, bien sûr. La bonne nouvelle, c'est que nous pouvons partager ce sentiment d'impuissance en toute humilité. Aussi, et on va voir qu'on peut faire beaucoup avec l'impuissance. On établit un lien significatif, je dois le dire, dans un court laps de temps. Vous le savez plus que jamais, à quel point nous sommes pressés, que le temps nous presse. Mais si je peux vous donner quelque chose aujourd'hui, je le souhaite de tout mon cœur. Je vous le disais d'entrée de jeu. L'agent de bord nous a aidés en 1 minute 48. 1 minute 48. Elle nous a offert sa présence, son sourire, sa compétence, ses mots, son sens des responsabilités. Ce fut ma première soignante et vous êtes des soignantes. Sachez, en quelques secondes, en quelques minutes, vous pouvez faire une différence énorme. Si jamais vous n'aviez qu'une chose à retenir aujourd'hui, c'est ça. Votre minute que vous accordez à l'autre, elle est très précieuse. Alors, il y a un poids dans les derniers mots. On va voir pourquoi c'est très important de faire attention à ce que les derniers mots puissent se dire. Ensuite, j'aimerais vous parler de cette expression, ce concept presque que Balfour m'a enseigné lorsque je suis arrivée, sa présence radicale. C'est comme ça qu'il disait. Au lieu de dire une présence totale, il disait radicale, radicale. J'ai aimé ça parce que ça veut dire une présence tellement présente qu'on ne sait plus ce qui existe en dehors de la rencontre. Alors, la présence de Balfour. On a aussi travaillé beaucoup sur l'écoute et je travaille encore. C'est toujours à parfaire notre écoute. Vous savez, si vous avez déjà écouté pendant une détresse que vous viviez, vous en êtes témoin. On va déjà mieux parce que quelqu'un a pris le temps de nous écouter. Maintenant, qu'est-ce que c'est que d'écouter une parole? Ce n'est pas nécessairement de trouver la réponse, mais c'est de s'assurer avec une caisse de résonance que la parole tombe pas à côté de nous, mais en nous, et que ça fait écho pour le patient pour qu'il puisse continuer le fil de sa pensée. On travaille bien sûr beaucoup avec le silence, qui est une compréhension profonde de la période cruciale que le patient, que sa famille vivent. Le silence nous permet de nous poser ensemble. L'empathie, vous le savez, c'est cette capacité de ressentir, et vous verrez dans la bibliographie le fabuleux livre de Anita Novak, ça s'appelle The Purposeful Empathy. C'est tellement beau, c'est le superpower de notre empathie. Avec l'empathie, vous savez, on va loin, on va loin. C'est notre outil le plus précieux. Vibrer avec l'autre. Je dois vous dire que je le paye cher aujourd'hui parce que j'ai beaucoup pleuré en quittant tous mes patients avec la retraite. Mais je suis prête à payer le prix. C'est comme l'amour. On paie le prix qu'un jour on va se perdre. Mais il vaut mieux avoir aimé que n'avoir jamais aimé. Il vaut mieux avoir été dans l'empathie et pleurer que d'être resté de marbre devant tant de belles histoires.
j'ai bien saisi que l'accompagnement consiste vraiment en l'ancrage du soignant parce qu'on doit représenter une sécurité intérieure. Ce que vous êtes pour l'autre, c'est une sécurité qu'il n'a plus. Il a perdu de vue sa propre sécurité. Quand vous êtes là, votre visage, votre corps, votre personne, votre attitude lui offre une sécurité. La créativité fait partie de cette montée d'une parole qui pourrait être juste, hein, qu'on n'a pas appris la veille, qui nous a servi peut-être chez d'autres, mais qui ne nous servira pas là, mais qu'on va vraiment créer avec l'autre dans un court laps de temps, je le disais tantôt. Alors, le savoir-être fait partie de notre pratique parce que c'est-à-dire qu'on porte à deux, hein, beaucoup de je ne sais pas, beaucoup plus que je vais vous dire comment faire. Et que l'autre sache qu'on porte avec lui ou avec elle le je ne sais pas, eh bien déjà on est deux face au je ne sais pas comment les choses vont se dérouler, mais je suis là. Le rôle de la psychologue quand une vie tire à sa fin. On peut explorer les grandes lignes. D'abord, je le dis, il faut permettre cette éclosion d'une parole qui est bloquée. C'est dans l'intimité de la rencontre que ça peut se permettre. Parfois, il n'y a pas beaucoup de mots. Ça peut être l'intimité d'une rencontre silencieuse. On découvre le potentiel psychique de chacun dans le déclin physique dont il est témoin. C'est une détresse pour le patient de voir son déclin physique. Nous, comme psychologues, on a à repérer la partie intacte en lui ou en elle, cette partie qui n'est pas atteinte par le cancer. Et on peut aussi travailler avec les forces et la résilience des patients et des familles. On veut contenir la détresse parce qu'on est un contenant. On accueille la détresse et on la porte et on la contient. L'autre n'est plus seul dans sa détresse. On tisse des liens avec la famille. C'est ce qui est formidable. On est des soignants ensemble avec les proches aidants. On facilite et on soutient le travail d'équipe. Seul, on n'y arriverait pas. Pour continuer avec c'est le rôle du psychologue, on doit saisir qu'on se renouvelle de jour en jour. Moi, je le disais ici, je veux à chaque fois que j'entre dans une chambre, j'avais vraiment visualisé arriver toute nette, toute fraîche de la veille de ce que j'avais vécu. Arriver toute nette pour l'autre. Lorsque le corps du malade se dégrade, je vous le disais, on est là pour aider à faire vivre le désir de vivre encore. La séparation ultime provoque de l'anxiété. Et pour combattre cette anxiété, on voit le phénomène qui est un mécanisme de protection, un mécanisme de défense. Le patient régresse. Il aime se faire chouchouter, se faire border. Pas tous, mais plusieurs ont le sentiment de régresser vers des soins de base intervenus par la famille comme par les soignants. La famille a besoin de repères, alors on doit, avec l'accord du patient, lui donner un peu l'évolution de ce qui se passe. On essaie de ne pas faire de clivage entre le patient et la famille. On les rapproche, on les réunit. Et on s'aperçoit aussi que quand on est dans une unité de soins palliatifs, que les soignants vivent beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai aimé porter attention également aux patients et on va voir pourquoi. Là, vous me prenez en flagrant délit devant ma première patiente parce que là, j'aime ça de voir que j'étais toute jeune et puis que j'étais à l'œuvre. C'était ma toute première patiente non-voyante et puis on était dans le solarium. Et vous savez, le psychologue en soins palliatifs doit apprendre à déplacer le cadre thérapeutique avec lui, avec elle, pour aller vers l'autre. On est habitué en tant que psychologue que c'est l'autre qui va venir vers nous s'il a besoin de nous. Et c'était tout un apprentissage comme psychologue de dire, je vais aller vers l'autre pour voir si elle a besoin de moi. Faire un premier contact plutôt que d'attendre qu'on frappe à ma porte. Alors ça permet éventuellement d'établir un contact ailleurs que dans le solarium. Maintenant, arrivons déjà au cœur des métaphores, parce que en soins palliatifs,
c'est très précieux, une métaphore. Une métaphore, le patient peut s'exprimer à travers une métaphore. Et aussi, on le voit dans la littérature. Et on va voir comment c'est précieux, puis on va essayer de décoder ça ensemble. Mais c'est l'expression d'abord d'un terme concret dans une formulation symbolique ou abstraite. Je vous donne un exemple et regardez bien le geste que je vais faire. C'est très important. Je sais que je vais mourir, mais je n'y crois pas. Je sais que je vais mourir, docteur. J'entends, vous m'avez dit. Savez-vous quoi? Je n'y crois pas. C'est une métaphore pour dire j'ai encore le goût de vivre. Maintenant, le réel sous forme d'une image, c'est avoir du tonus, par exemple. Avoir encore du tonus. Je n'en ai plus dans mon corps, mais j'ai du tonus dans mon cœur et j'ai du tonus dans ma psyché. Peut-être que le patient a encore beaucoup à offrir, bien sûr. C'est un outil de comparaison, une métaphore. Par exemple, un patient va dire, savez-vous quoi? C'est mon dernier voyage. Et avec cette petite phrase, on va faire du pouce, comme on dit. On va vraiment aller creuser. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui, pour elle, d'entreprendre un dernier voyage? Et puis, ce que souvent les gens ont confondu avec le déni. Madame, je suis tellement heureux de penser que le mois de juin prochain sera le mois où je retourne au chalet, aller vivre les vacances avec mes proches alors qu'il est à 3 jours de sa mort. Mais ce n'est pas du déni. Nous accompagnons le désir du patient. Et c'est comme de lui dire, si je vous comprends bien, et si vous le pouviez, c'est l'endroit où vous aimeriez le mieux être, le plus être. Alors voilà, c'est très important de décoder une métaphore. Et puis, dans la littérature, voyez comme c'est intéressant. Il y avait Michel de Musan qui a écrit le chapitre Le travail du trépas. C'est un psychanalyste, j'adore cette formulation. Le patient cherche à se mettre au monde avant de disparaître. C'est de toute beauté. Il cherche à accoucher de lui-même avant de quitter le monde. Se mettre au monde avant de partir. Ou ce journaliste, écrivain, qui est mort du sida, un des premiers morts du sida, Emmanuel Dreuil, qui disait « Je m'en sortirai, mort ou vivant ». C'est une belle formule. Et de reprendre une formule semblable, Christiane Singer, 6 mois avant de mourir, nous a laissé un de ses plus beaux livres, Dernier fragment d'un long voyage, que vous retrouverez dans ma bibliographie. Que je vive ou que je meure, je choisis la vie. Ça, c'est beau, parce que c'est un peu ça dans l'avion. Que je vive ou que je meure, je suis encore capable de tolérer la douleur et de la vivre jusqu'au bout. Et tout à coup, on ne sait jamais. On peut voir aussi que un petit miracle arrive en soins palliatifs, je vous en nommerai un. Et l'autre, va vers toi-même. Je suis avec toi. Marie de Henzel, une psychanalyste, qui a écrit ça, une manière de dire, tu peux compter sur moi. Va vers toi. Je suis avec toi. Voyez? Ce sont de belles métaphores dans la littérature. Alors, si on voit en fin de vie ce que les patients nous disent, par exemple, Madame, je m'accroche à mon défunt père avant de mourir. Ça veut dire qu'il visualise son père et qu'il se dit, je vais aller le rejoindre. On décode ça un peu comme ça, on lui demande si c'est ce qu'il veut dire. Une dame me disait, ma fille est sourde, elle ne comprend pas ma peine. Je vais vous présenter une courte vignette clinique là-dessus. Vous arrivez un peu tard, madame la psychologue, je suis déjà mort. Et ça, c'était quelqu'un qui voulait me dire, j'étais en détresse quand j'ai appris la nouvelle que mon cancer était fatal. Et personne n'a ramassé ma détresse à l'époque. On sait aujourd'hui tous les bons services qui sont offerts en oncologie comme en soins palliatifs. Et puis, voici la belle phrase, pour ne pas la nommer, une collègue avec qui j'ai travaillé, les patients l'appelaient Dr. Angel, Dr. Lawler. On me disait, est-ce que Dr. Angel est arrivé? Parce que les patients me disaient, quand elle arrive dans ma chambre, c'est un ange dans un corps. C'est incroyable. Alors, un autre m'avait dit, je n'ai même pas le temps de vivre.
Ma vie a tout perdu son sens. Il faut se dépêcher à faire du petit point et à travailler avec cette phrase-là quand on est un psychologue auprès du patient qui meurt. Je souris, disait cette patiente, parce que je vais découvrir la suite. Elle a pris comme mécanisme de défense l'humour. Vous voyez, elle m'a dit, tu peux me photographier, tu peux parler de moi, dis-leur que j'ai été plus chanceuse que toi parce que moi, je vais connaître la suite et toi, tu ne la connais pas. Alors, elle avait un sens de l'humour assez extraordinaire. Et voyez, elle m'a écrit une lettre à peu près 2 jours avant de mourir que vous ne pouvez pas décoder, mais tout, comme le soignant, certains patients ont le goût de donner jusqu'au bout quelque chose avant de disparaître. Ici, voyons 2 phrases de sa lettre. You made me understand many things I had never thought about. May you believe in. May what you believe in give you continuous hope, creativity and joy. Imaginez quand on est en train de mourir et qu'on a encore cette générosité de la parole, la générosité de l'écriture, la générosité du cœur et de la gratitude. Ça donne des ailes à tous les soignants. Maintenant, la capsule clinique. Je vais faire vite à cause qu'on a peu de temps et j'aurais voulu passer une journée avec vous. Dans cette capsule clinique, je vous rappelle cette maman et cette fille qui n'arrivaient pas à se rejoindre parce que comme mécanisme de défense, c'était la distance affective. Et moi, comme rôle, j'ai tout simplement visualisé que je serais un pont pour que mère et fille puissent connecter ensemble. Je me suis installée en toute discrétion et j'ai dit à la maman, qu'aimeriez-vous dire à votre fille que vous ne lui ayez jamais dit? Que vous ne lui ayez jamais dit. Elle dit, j'aurais aimé ça lui dire, je t'aime, madame. J'aurais bien aimé. Vous voyez, elle me parlait, je faisais le pont, mais c'est sa fille qui entendait l'écho de son je t'aime. Alors, c'est formidable de prendre ce rôle-là quand c'est possible. Je ne peux pas aller dans les détails faute de temps, mais vous avez une bonne idée. Et une fois que mère et fille étaient réunies, la psychologue doit savoir se retirer. Il faut travailler beaucoup avec notre intuition. Et maintenant, on doit partir et les laisser ensemble. Capsule 2, ça c'est une capsule clinique qui est fort importante. J'en suis encore très touchée. Je recevais dans mon bureau un homme qui ne parlait ni anglais ni français et il s'appelait, non fictif, Monsieur Kang. Il y avait une traductrice qui venait, j'avais jamais vécu ça, à chacune de nos sessions, pendant 6 mois de rencontre. Elle traduisait mes paroles, j'espère que c'était bien mes paroles, et elle me traduisait les siennes. Souvent, ils se parlaient entre eux parce qu'il y avait le bonheur de connaître leur langue. Mais on allait bien les 3 ensemble. Un jour, la traductrice m'appelle, elle me dit, je suis à l'hôpital juif, je suis en train d'aider une personne qui ne parle ni le français ni anglais. Elle accouche, elle a peur et je dois rester là. Il est 3h15, mon rendez-vous est à 3h. Monsieur Kang était dans la salle d'attente. Je ne pourrais pas être là, je pense. Je m'en vais vers lui. Et puis je fais en essayant de dire que la traductrice n'étant pas là, qu'est-ce qu'on fait? Il s'amène direct dans mon bureau. Oh mon Dieu, on va parler comment? On va s'installer ensemble. Alors, il est sur le petit sofa que j'avais. Il regarde dans ma bibliothèque au bout d'un certain temps. On ne parlait pas. On portait le silence, enveloppant, je l'espère, ensemble. Pas pesant. Il regarde dans ma bibliothèque. Il me montre un livre. Il me fait signe. Sortez ce livre, n'est-ce pas? Je le sors. Écoutez, c'est un philosophe historien qui a passé 4 mois dans un hôpital en Belgique, en soins palliatifs, et il a pris des photos extraordinaires dans un album avec la permission des patients et des familles. Il m'a donné la permission de vous montrer ceci. Alors, il voit la photo couverture que vous avez sur votre gauche, mon patient, et puis là, il voit l'autre à droite. Oh mon Dieu! J'étais devant un déluge de larmes. Les larmes n'ont pas de langue. On sait tous parler la langue des pleurs. Et il a tellement pleuré parce que ça lui rappelait sa femme qui avait eu ce même, comment dire, cette position avec la fleur et les mains.
quand elle est morte. Alors, il a pleuré, il a pleuré. Il n'avait jamais pleuré pendant 6 mois, même quand on parlait la langue. Alors, voyez que ce n'est même pas un obstacle, la langue. Jamais. Si vous ne pouvez pas parler la langue du cœur, la langue des larmes, la langue de l'empathie, c'est toujours une langue universelle. La capsule 3, c'est assez un fait inusité. Voyez-vous, ce qui est arrivé, c'est que cet homme, dans la cinquantaine, voulait absolument donner avant de partir lui aussi. Il avait dit à Dr. Hutchinson, si jamais je peux parler à vos étudiants, je voudrais faire quelque chose avant de mourir. Il avait donc une tumeur au cerveau. Il m'appelle, Dr. Thompson, puis il me dit, si jamais, Hutchinson, il me dit, si jamais tu as une idée pour que ce patient-là puisse aider d'autres, tu me le dis. Moi, une équipe de télé me contacte. Dit, pensez-vous qu'un patient accepterait qu'on aille lui parler avant de mourir en votre présence? Oh, je dis, ça, je ne sais pas, là. On va faire des démarches. Alors, je dis à cet homme, est-ce que vous accepteriez de parler de ce qui est de votre chemin avant de mourir à la télé? Oh, oui, vous avez trouvé ça pour moi. J'ai dit oui, il était content. Alors, on se voit le vendredi, je crois, et le mercredi, il m'appelle. Il dit, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez plus faire l'émission, c'est correct. Il dit, non, non, c'est pas ça. Il dit, j'ai appris la bonne nouvelle que ma tumeur a régressé et qu'on ne la voit plus. On ne la voit plus, elle est plus présente. Le médecin me dit que je vais survivre encore quelques mois, que c'est pas possible. Ben là, j'ai dit d'accord, ça c'est la bonne nouvelle, mais il dit la mauvaise, c'est que je vous ai dit que j'allais parler sur ma mort imminente. Est-ce que vous êtes d'accord? On va mentir un petit peu. Je dis oui, je vais vérifier tout ça. J'appelle Dr. Hutchinson et je lui dis, Dr. Hutchinson, est-ce que ça se peut, ça, une tumeur comme ça qui régresse, ou est-ce que mon patient commence à avoir des troubles cognitifs? Il dit, non, 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 je vais vérifier. Il me dit, c'est pas possible. Je l'ai vu, c'est pas possible. Il va mieux, ça va mieux, il va aller mieux. Cet homme a été, par la suite, en CHSLD. Je suis allée le voir pendant 5 ou 6 rencontres sur une période de 6 mois, mais il a été là presque 2 ans après avoir été en soins palliatifs en phase terminale au Royal Vic. Et puis, imaginez-vous qu'il a donné quand même cette conférence, cette entrevue, en ne mentant pas et en disant pas qu'elle n'allait pas mourir, mais en disant tout ce qu'il avait préparé à mourir, ce qui n'était pas faux. Voyez ici le beau sourire de Dr. Hutchinson. Et puis, dans Whole Person Care, on retrouve cette histoire de cas. Je veux vous parler maintenant de la maison relationnelle. C'est un concept qui m'est tellement précieux. Je vais vous dire pourquoi. Je fais toujours des allers-retours avec ce qui m'est arrivé parce que qu'est-ce que vous voulez? Quand on sort d'un événement comme le crash d'avion, on est pris avec l'empreinte de mort. Il faut savoir bien l'utiliser. Et je crois que j'ai été aidée à bien l'utiliser, cette empreinte de mort, pour ne jamais en faire une histoire morbide. Mais ce que ça m'a aidé à comprendre, quand j'ai découvert le concept de Storrow, la maison relationnelle, j'ai pensé, j'étais étendue au sol en train de mourir. Le secouriste a mis son manteau sur moi. Vous savez, quand on est dehors, on n'a pas de contenant. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de plafond, comme les itinérants qui meurent dehors. C'est épouvantable. Il n'y a rien qui nous contient. On est en train de mourir dans l'espace. Et le secouriste, en mettant son manteau, non seulement il m'a réchauffé, mais il m'a donné une maison relationnelle. Une maison relationnelle. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans le concept de Storeroom. J'étais pour mourir avec un toit grâce à son manteau. Donc, vous voyez ici, 3 minutes. On y va. Donnez-moi si j'accélère. C'est la maison relationnelle. Vous avez tous dessiné cette maison-là quand vous étiez petit. Quand on va mourir, on a besoin de cette maison que vous représentez quand vous allez avec votre sécurité personnelle auprès du patient. Je passe quand même un mot sur les personnes que j'ai eu le bonheur de superviser, le premier étant Dr. Marc Hamel. Vous voyez, il a dépassé son maître. Il est devenu directeur clinique du programme psychosocial en oncologie au CUSUM. Alors, je lui fais un clin d'œil. Voyez, une deuxième stagiaire qui venait de l'Europe. Elle est repartie
lorsqu'ils ont ouvert leur première unité hospitalière à Paris et nous avons écrit un livre ensemble qui se sous-titre « Psychologie et tendresse dans la traversée du mourir ». À la suite de son stage, nous avons écrit « Voici d'autres beaux sourires de stagiaires sur lesquels je ne peux pas m'attarder, malheureusement. Je vous salue, mes stagiaires. » Les groupes de parole pour soignants. Pourquoi c'est si utile? On libère dans les groupes les stress par la parole. On évalue les enjeux entourant tout ce que vous avez rencontré la veille ou la semaine d'avant. On crée du lien entre nous, les soignants. C'est un esprit de solidarité et de camaraderie. Ah bon, elle est sévère. Sévère, je le comprends. Elle dit qu'on n'a pas le droit. Alors, je dois choisir. Elle me l'avait dit. Savez-vous quoi? Ne soyez pas frustrés parce que vous les aurez ou pas. Vous pourrez consulter mes diapositives. Elles sont assez claires pour que vous puissiez suivre. Quand même, je choisis de vous montrer des visages parce qu'elle est à côté de moi, entre autres. Et en même temps, ce sont des médecins de cœur avec qui j'ai eu le bonheur de travailler, Dr. Borad, Dr. Lawler et Dr. Gingras. Voyez des infirmières-chefs exceptionnelles. Je le dis, si elles m'entendent, je les aime encore de tout mon cœur. Elles s'appellent Rosemary Diane. J'ai jamais vu des infirmières pareilles dans ma vie, je sais pas. C'est incroyable. Alors, il y a du beau monde en soins palliatifs. Ça m'a donné le goût de rester là. Maintenant, je ne pourrais pas aller vers le deuil. On a mis des groupes de suivi de deuil. On a fait des belles choses avec les groupes de suivi de deuil. Vous les voyez. Un mot sur la mort quand même. C'est important. Le dernier souffle impressionne. Il y en a qui ont pris leurs parents morts pour la première fois dans leurs bras. Le premier contact avec le plus jamais et le pour toujours, il est là. Voyons sur la prochaine diapo comment les soins sont précieux, même quand le patient est mort. Voyez l'amour que vous pouvez donner. Ça, c'est l'image du lit vide, donc de la permanence de l'absence. Un mot sur la mémoire, à la mémoire de Jacques Voyer, qui est décédé, un homme extraordinaire qui a été mon mentor. Vous lirez ce qui est dit sur cette diapo, qui est si belle. Encore deux beaux visages, les regrettés Rhoda Hoffman, infirmière-chef, et Bernard Lapointe, qui sont morts très récemment. Comment je me ressource personnellement? Ben, vous voyez ma joie, je ne passerai pas au travers la diapo, je ne sais pas quoi, elle m'a. Je dirais un petit salut à Dr. Towers, avec qui je suis allée au Japon. Ça a été une source de ressourcement aussi, de pouvoir enseigner les soins palliatifs là-bas. Regardez les messages de mes collègues quand j'ai pris ma retraite. Ça, je lis ça, je ne sais pas combien de fois par mois. Et, je me suis rendue à la bibliographie et aux questions. Comment dire, l'apologie de la minute 48. Alors, on est presque arrivé. On prend les questions. Merci beaucoup. On va prendre les questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires dans la salle pour commencer? On va aller voir dans le Zoom. Ça veut dire que j'aurais eu du temps. J'ai quelques exemples aussi. Mais je voulais quand même juste partager avec vous, Joanne, une chose merveilleuse qui m'est arrivée avec une de mes patientes ce mois-ci sur l'unité. Elle était très confuse à cause du délirium terminal. Elle était 1 ou 2 journées avant son décès. Puis, elle voulait nous demander si nous allions être présents lorsqu'elle allait mourir. Oui. Et puis, il y avait des étudiants, des résidents, une infirmière. Puis, elle a demandé, allez-vous être là lors de la floraison? Oh, que c'est beau ça. Incroyable. Mon Dieu, elle a tout dit, cette dame. C'est du beau ça. Alors, on n'oubliera pas, hein. Ça, c'est beau. Voyez-vous, ce sont des mots puissants. Mon Dieu. Alors, ça, c'est la générosité du mourant qui nous offre son jardin dans lequel on va pouvoir bêcher notre survie par après. C'est extraordinaire. C'est très beau. Oui. Ceci conclut la conférence Teresa Dell'Art dans le cadre de la série des grandes conférences nationales des soins palliatifs de McGill, parrainée à cette occasion par l'Institut de soins palliatifs de Montréal, une branche de la résidence
de soins palliatifs Teresa Della. Nous sommes très reconnaissants de votre présence et nous remercions chaleureusement Joanne de Montigny de sa magnifique présentation. D'autres diapos à passer. Oui, excusez. Excuse-moi, ça ne sera pas long. Nous vous demandons de bien vouloir remplir le formulaire d'évaluation accessible par l'entremise du code QR. Bon, c'est pas grave, je n'arrive pas à accéder à la diapo, mais nous allons vous envoyer par courriel le lien pour pouvoir remplir l'évaluation. Nous vous donnons rendez-vous le 26 mars prochain pour la conférence de Jim Mulcahy au Centre de bien-être L'Espoir, c'est la vie. Vous voyez maintenant le code QR qui vous est présenté. Merci beaucoup et à très bientôt.